ouvrir le micro. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et bien, c'est normal que je me vois. Mais moi, mieux. Voilà, cette fois, ça marche. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence. Il y avait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés sur Internet et donc je suis ravie de passer ce moment avec vous et de parler de renaissance. Alors, j'aime pas trop la technique, je suis pas très à l'aise. Et on a eu quelques soucis parce qu'il y avait quelqu'un qui griffonnait sur le PowerPoint, mais là, je pense que tout marche. C'est bien. Et on va pouvoir démarrer. J'ai plus là. Ça marche plus. On a de nouveau un souci. Hop, voilà. Et comment je reviens? Voilà. Et ici, j'arrête le partage pour pouvoir parler. Voilà. Donc, ça y est. Quelques difficultés de mise en route. J'ai pas trop l'habitude. J'aime pas ça. Je préfère les conférences en live. Mais ça va marcher et ça marche. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière parce que vous ne me voyez pas, j'ai l'impression. Voilà. Mais ça sera un peu plus éclairé comme ça. Voilà. Alors, on va commencer cette conférence. Et le sujet de ce soir, c'est renaître à sa vraie nature et réveiller son potentiel. Et c'est vraiment un sujet d'actualité parce que c'est le printemps et la nature renaît et la vie revient partout. Et on vient de passer l'équinoxe de printemps et c'est là où le jour et la nuit sont identiques. C'est là, il faut que je coupe ça parce qu'on va être embêté tout le temps avec le bruit que ça fait. Oh là là, je ne suis pas douée avec la technique et je vous demande pardon, excusez-moi. Hein. Mais on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Je vais y arriver. Ça, il n'y a pas de souci. Oui, donc je disais, c'est le printemps, c'est l'équinoxe. C'est une belle période où tout renaît, tout revient à la vie. Et c'est vraiment le moment de se poser la question soi pour revenir également à la vie. Pour changer de vie, pour évoluer, pour se transformer et pour reconnecter sa vraie nature. Voilà, donc ça y est, ça marche. Alors, je suis sur... voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire renaître? Renaître, on utilise souvent ce mot pour quand on sort d'une longue maladie ou quand la nature s'éveille ou quand on retrouve sa vitalité, ses forces, son enthousiasme, quand on existe de nouveau comme l'espoir au bout du tunnel. On utilise souvent le mot renaître pour dire ça et puis surtout pour renaître à la vie comme le phénix. En fait, renaître à notre vraie nature, c'est redécouvrir qui nous sommes vraiment parce que nous l'avons oublié. Retrouver notre « je suis » et ne plus nous identifier à notre personnalité parce que nous nous identifions à notre personnalité, à qui nous croyons être la plupart du temps et nous oublions notre « je suis ». Et donc, renaître, c'est reconnecter sa lumière, reconnecter son être, reconnecter son âme, sortir son âme de sa prison et s'identifier à ce « je suis ». Voilà ce que ça veut dire renaître. Et dès l'instant où on se reconnecte à ce « je suis »,
on va voir que le potentiel, nos qualités, nos talents se révèlent, se manifestent et sont disponibles à la vie. Et nous avons au fond de nous un potentiel extraordinaire, un potentiel magnifique qui est rempli de talents, rempli de qualités. Nous sommes truffés de talents et nous les avons oubliés. En fait, c'est notre histoire qui a fait que nous allons les oublier. Et comment est-ce qu'on va renaître? Eh bien, on va renaître d'abord en essayant de se libérer de nos souffrances, de se libérer de nos peurs, de se libérer de nos doutes, de nos croyances, de nos limitations. On va renaître en quittant le déni de soi, le jugement sur soi, le fait de croire qu'on est incapable. On va renaître en sortant de la maladie, en ayant une vie plus saine, plus équilibrée. On va quitter la tristesse, la colère. On va réveiller nos talents, nos qualités. On va créer, on va concrétiser. On va réaliser notre mission de vie, notre projet de vie. On va donner du sens et on va s'épanouir pleinement. On va renaître à notre vraie nature, en fait, notre je suis. Et donc, qui est ce je suis? Et c'est important. Qui est ce je suis? Alors, je vais essayer de vous faire un partage d'écran parce que j'ai fait quelques petites images pour illustrer tout ce que je vais vous raconter. Et je pense que là, vous pouvez voir, mais normalement, il devrait fonctionner. Et bien, ça ne marche pas comme je voudrais. On va arrêter. On va essayer de le reprendre. Donc, partage d'écran. Je voulais vous mettre quelques petites images. Voilà. Et normalement, il part. Eh bien, il ne vient pas. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le bouger. Oh là là. Bon, ben, je vais faire sans. Je vais appeler Romain pour qu'il m'aide pour les images. Voilà. En attendant qu'on trouve la petite panne qui est là et qui fait que mon partage d'écran ne fonctionne pas, j'ai plus le... Oh là là, je suis en train de parler sans le micro, je suis désolée. Oh mon Dieu. Voilà, ça y est, je reviens. Donc, j'étais en train de vous expliquer qui était ce je suis, qui est potentiel infini, qui est magnifique. Et donc, je suis. Et j'étais en train de vous dire comment est-ce que je fais pour reconnecter mon je suis. Pour reconnecter je suis, je quitte le monde de l'illusion, je choisis, j'ouvre ma conscience.
Ensuite, je vais inviter mon mental à se calmer, ce mental qui me maintient dans le futur avec ses peurs, ce mental qui devient alors un outil au service de la vie. Et je vais accueillir cette part oubliée de moi et choisir de la manifester. Je suis, comment est-il, comment marche-t-il? Ce je suis, il a 4 qualités qui doivent se manifester et nous devons veiller à les manifester de façon permanente. Premièrement, l'intégrité. Je suis attentif aux mots que je m'adresse, aux mots que j'adresse à moi-même et aux mots que j'adresse aux autres. Le mot est créateur, il est puissant. Chaque pensée que j'ai crée dans le monde. Et André Voisin me disait il y a une vingtaine d'années, chaque fois que tu as une pensée positive, tu crées du positif dans le monde. Chaque fois que tu as une pensée négative, tu armes un fusil dans le monde. Voilà ce que disait André Voisin, qui était l'ancien PDG d'Antenne 2 dans les années 80-90. Être intègre, c'est aussi respecter tous ses engagements envers soi-même et envers les autres. Si je décide de faire des pratiques le matin, ben je le fais. Je ne vais pas traîner au lit alors que j'ai décidé de le faire. Je ne suis pas trop exigeant avec moi, je commence simplement, gentiment, et en étant intègre, je vais avancer. Le deuxième niveau de je suis, c'est l'authenticité. Je choisis de me manifester à mon plus haut degré de possibilité. L'authenticité, ça fait partie de ce qu'on appelle les 4 tattvas qu'enseignent les maîtres de l'Inde. Et lorsque je suis authentique, je veille à ce que l'image que je donne aux autres, l'image que j'ai de moi à l'intérieur, l'image que les autres ont de moi et l'image que j'ai de la vie soit en cohérence. Souvent, on se projette aux autres avec ce que j'appelle l'appartement témoin. On se manifeste, on se montre dans son meilleur aspect. J'appelle toujours ça l'appartement témoin avec humour. On se manifeste aux autres et souvent, on a une image de soi bien moindre que celle qu'on veut manifester à autrui. Réparer son image intérieure, et on va voir un peu plus loin comment on va faire, permet d'être authentique, c'est de mettre ces 4 images en cohérence. Quand je suis authentique, je suis dans la joie. Lorsque je ne suis pas authentique, je me sens dans l'impuissance et dans le doute. La troisième notion du je suis qui est importante de manifester, c'est la responsabilité. Responsabilité fait partie également des 4 tattvas. Je suis 100% responsable. Tout ce que je vis, tout ce qui vient à moi, toutes les épreuves que je traverse, quelque part, je les ai attirées à moi. Je suis 100% responsable en toutes circonstances, dans toute situation. Je me pose toujours la question, quelle est ma part de responsabilité? En quoi suis-je responsable dans ce qui arrive là maintenant? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai créé? Ainsi, en étant responsable, je peux choisir aussi dans quel état je me sens. Je peux faire d'une situation difficile un drame et jouer les victimes pendant des mois, ou je peux en faire une opportunité pour rebondir, en tirer des leçons et grandir. Quel que soit l'événement que je traverse, c'est ma responsabilité. Et ma responsabilité est aussi dans la façon avec laquelle je le vis. Le 4e tattva, très important également, c'est un tattva que les Indiens appellent enriching. On le traduit par enrichir. Ça ne veut pas dire enrichir avec de l'argent. Oui, l'abondance fait partie de l'éveil et de l'évolution. Mais enrichir, c'est poursuivre sans cesse son évolution. C'est aider l'autre à grandir, à réussir, à révéler ce qu'il a de meilleur. Enrichir, c'est pas être donneur de leçons, c'est être témoin. En fait, nous ne sommes pas séparés, nous sommes tous unis, nous sommes tous comme des frères et sœurs, nous sommes tous un dans le grand tout. C'est important d'être
en communion avec les autres, de leur permettre de s'enrichir, de penser positif à leur sujet, de ne pas les juger, de les accompagner. Ça fait partie des qualités qu'on va développer dans l'enrichissement. Les 4 tattvas, intégrité, authenticité, responsabilité, enrichir, font partie intégrante du développement et de la renaissance à votre « je suis ». Alors maintenant, pourquoi est-ce que je ne manifeste pas de façon habituelle ce « je suis » que j'ai en moi, ces talents magnifiques que j'ai oubliés? Pourquoi? Parce que je les ai oubliés. Et je les ai oubliés, voilà, j'essaie de passer aux petites images suivantes. Je les ai oubliés parce qu'en venant m'incarner dans le monde, je me suis enveloppée avec des couches. La première couche qui m'enveloppe, je ne sais pas si vous la voyez, c'est la petite couche violette. Pour les Occidentaux, ça n'a pas trop de sens, mais pour les Indiens, ça en a énormément. C'est la couche du karma. Je m'enveloppe avec la couche karmique. Ce sont les mémoires de mon histoire, ce sont les mémoires de mes vies antérieures, et dedans, il y a la dette karmique, c'est-à-dire ce que je vais devoir réparer avant pour pouvoir évoluer et ne plus me réincarner sans cesse. La deuxième couche, c'est la couche du collectif qui est en gris sur le schéma. C'est la couche qui vient avec le pays dans lequel je m'incarne, avec la culture, avec les égrégores, les formes pensées, avec les religions, etc. La troisième couche, c'est la couche familiale. C'est la couche qui vient avec les mémoires de mon histoire, de ma famille, les mémoires avec les fidélités à ma famille, à mes ancêtres, parce que j'ai la même date de naissance, le même jour et le même mois, j'ai le même rang de fratrie, j'ai le même prénom. Et donc, cette couche familiale va venir également m'habiller. Et la dernière couche, c'est la couche de mon histoire personnelle que je vais construire depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui, avec mon expérience de la vie. Tout ce que je vais vivre, je vais recevoir depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui un certain nombre de blessures. Les blessures de l'âme, les appelle Lise Bourbeau. Lorsque je ne suis pas attendue, lorsque je ne suis pas aimée, lorsque je ne suis pas accompagnée, valorisée, lorsque je vis des choses difficiles, lorsqu'il y a peu d'amour, peu de reconnaissance, ça fait des impacts que j'ai redessinés sur le petit cercle bleu. Eh bien, ces impacts vont faire que je vais perdre progressivement la conscience de mon je suis, que je vais construire une couche de personnalité extérieure avec des stratégies inconscientes, avec des compensations, avec des adaptations, avec des stratégies de survie. Je vais créer cette couche tout autour de moi qui va créer ma couche de personnalité extérieure. Je vais perdre progressivement la conscience de ma valeur, de mes talents qui sont dans le cercle bleu, et je vais arriver à l'adolescence à avoir une image de moi extrêmement réduite. Voilà ce qui se passe. Toutes ces blessures, toutes ces histoires, toutes ces mémoires qui m'enveloppent progressivement font que je perds la conscience de mon je suis et que je m'identifie à cette couche de personnalité et que je vais progressivement penser que je suis tout ça. Je vais me juger, je vais penser que je ne suis pas capable, pas à la hauteur, pas assez, et je vais me retrouver avec un potentiel de vie contrarié, et je m'identifie à cette couche. Et tout doucement, je vais mettre mon repère à l'extérieur parce que depuis ma plus tendre enfance, j'entends mes parents, ma famille, mes amis, mes éducateurs qui me disent que je ne suis pas assez, que je suis trop, que je suis moins, que je suis plus, je suis le moins, qui me définissent. Je vais leur donner mon pouvoir. J'ai pris l'habitude de me chercher dans leur regard
et je vais penser que eux savent mieux que moi qui je suis et je vais me conditionner pour avoir mon repère à l'extérieur. Au final, je vais avoir une image de moi très abîmée et je m'identifie à cette couche de personnalité. Nous avons ainsi au fond de nous un enfant intérieur blessé, il est en souffrance, il est réduit au silence. Nous ne l'entendons pas, nous ne le voyons pas, pourtant il agit. Il porte nos frustrations, nos souffrances, nos peurs, nos doutes, il est à l'origine de notre mal-être et de notre manque de confiance. Et cet enfant intérieur se trouve dans les profondeurs de notre inconscient. Et cet enfant intérieur blessé a une énergie autonome qui agit dans notre vie à notre insu et qui se manifeste le plus souvent avec ce qu'on appelle des comportements reptiliens. Si je veux renaître à mon je suis, je vais devoir réparer mon enfant intérieur. Je vais devoir aller à la rencontre de cette partie de nous et faire la paix avec mon passé, car elle nous manipule, elle nous coince et nous oblige de façon totalement inconsciente. Et nous allons voir un peu plus loin comment, avec les états d'expansion de conscience, nous allons pouvoir réparer cet enfant intérieur. Mais avant, il faut comprendre comment ça fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, nous avons toutes les mémoires de notre histoire qui sont stockées dans notre cerveau. Voilà une représentation du cerveau avec le cerveau limbique en bleu, le cerveau cognitif en violet, derrière on voit le cervelet et dessous on voit le tronc cérébral, cette partie qui descend vers le bas et qui se prolonge par la moelle épinière. Ces différentes parties du cerveau correspondent au cerveau des différents animaux. Le cerveau reptilien correspond au cerveau du crocodile et il fonctionne comme le cerveau du crocodile. Le cerveau limbique fonctionne comme le cerveau des mammifères, c'est le cerveau des émotions, c'est le cerveau de la mémoire, c'est le cerveau qui dit j'aime, qui dit je n'aime pas. Et le cerveau cognitif, c'est le cerveau comme l'être humain, c'est le cerveau que seuls les hommes et les êtres humains ont. Eh bien, l'ensemble des mémoires de mon histoire sont stockées dans mon cerveau limbique. Vous voyez, sur ce schéma, c'est la partie bleue. Les mémoires positives sont représentées par des plus, les mémoires négatives sont représentées par des moins. Tout ce que nous avons vécu depuis le tout petit jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons vécu est stocké en mémoire dans deux axes, dans deux centres, un centre de la mémoire récente d'abord, puis un centre de la mémoire ancienne dans notre cerveau. Et cela va former ce qu'on appelle le référentiel d'expérience. Ce référentiel d'expérience est extrêmement important car il va conditionner tous nos comportements. Nos mémoires sont également stockées dans notre inconscient. Je l'ai représenté sous la forme de ce triangle, c'est le schéma des psychanalystes, avec 1/10 de la conscience qui est consciente et 9/10 de notre personnalité qui est inconsciente. Eh bien, toutes les mémoires, toutes les blessures de notre histoire sont refoulées dans les profondeurs de l'inconscient, sont stockées au fond, avec tous les talents, toutes les qualités qui étaient en lien avec ce que nous avons vécu et que nous allons progressivement oublier. Il y a encore une zone de stockage des mémoires, et là c'est important pour parler ensuite des états d'expansion de conscience. C'est le corps énergétique et le corps musculaire. Nous avons les mémoires de notre histoire qui forment des condensations dans nos muscles. Si vous vous êtes déjà fait masser,
Il est possible que lorsque votre masseur ou votre masseuse passe sur vos muscles, vous ressentiez une grande émotion remonter, que même parfois des larmes viennent associées à ce massage. Eh bien, c'est parce que le masseur ou la masseuse, en passant sur vos muscles, est venu réveiller une mémoire stockée dans les condensations dans les muscles. On appelle ça des mémoires musculaires. Il y a encore un endroit où sont stockées les mémoires, c'est dans notre corps énergétique. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes un corps d'énergie. Aujourd'hui, la physique quantique rejoint tout ce travail et ces études qu'on a beaucoup étudiées dans les sciences védiques, les sciences de l'Inde, qui étaient très avancées au niveau de la médecine, de la compréhension de la physiologie. Eh bien, l'énergie, le corps énergétique est un corps qui double le corps physique. Vous en avez une petite représentation de M. Brossman ici. Et donc, on voit que ces couches ont différentes couleurs. Par exemple, en rouge, vous allez avoir la couche du corps éthérique, puis en jaune, c'est le corps émotionnel, on l'appelle aussi le corps astral. Ensuite, monsieur Eckhart Tolle, dans le livre Vivre l'instant présent, parle du corps de souffrance, en parlant du corps émotionnel ou du corps astral. Ensuite, on va parler du corps mental ou le corps causal, puis le corps bouddhique, le corps atmique, et on peut ensuite parler encore, il y a 75 corps de lumière, mais ce n'est pas le sujet du jour. Il est important de savoir que les mémoires sont stockés dans le corps émotionnel, qu'on appelle aussi le corps de souffrance, puisqu'il y a à l'intérieur toutes ces mémoires. Notre corps énergétique a des pompes, tout comme le corps physique a un cœur qui est une pompe, et bien les pompes du corps énergétique, ce sont les chakras. Et donc les voici, 7 chakras. Au fond du bassin, sur le périnée, 2 doigts sous le nombril dans l'abdomen, au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, au niveau de la thyroïde, au niveau du 3e œil et au niveau du chakra couronne. On a une autre représentation que j'ai ramenée d'Inde, que vous voyez ici, qui montre les chakras vers l'avant, mais on a exactement la même chose, les chakras rayonnent de chaque côté. Et nos mémoires, voilà, le corps énergétique est également rempli de canaux. Dans le corps physique, on va les appeler les méridiens, et vous les connaissez, ce sont les méridiens d'acupuncture sur lesquels l'acupuncteur va planter ses petites aiguilles sur les petits chakras, les micro-chakras, pour réactiver l'énergie dans votre corps énergétique. Eh bien, les mémoires de notre histoire, tout ce que nous avons vécu se trouve stocké dans notre corps énergétique. Ça fait comme des condensations, comme des bouchons sur les canaux qu'on appelle les nadis, les canaux du corps. Dans le corps physique, on les appelle les méridiens. Dans le reste du corps énergétique, on les appelle les nadis. Eh bien, toutes les blessures, toutes les mémoires de notre histoire forment des condensations dans ce corps émotionnel, comme si elles bouchaient les canaux, empêchaient l'énergie de circuler, bloquaient les talents qui étaient associés à ce qui a été vécu, et ça forme ces bouchons et qui sont très préjudiciables. Ce sont ces mémoires. Et ces mémoires ont des projections, des prolongements dans les muscles où elles forment les condensations. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec ces mémoires? Lorsque je dois vivre une situation dans la vie présente, cette situation est porteuse d'informations. On peut partir d'un exemple très simple. Je suis convoquée dans le bureau de mon chef. Ça, c'est la situation présente. Cette situation, elle est porteuse d'informations. Comment est mon chef? Comment est-il? À quoi ressemble-t-il? Peut-être il est grand, peut-être il a une moustache, peut-être il est blond, peut-être il est brun. Eh bien, tout ça, ce sont des informations. Ces informations vont être analysées dans le cerveau limbique, la partie bleue du cerveau, à la recherche de la ressemblance. À quelle mémoire est-ce que cela ressemble?
L'ensemble de mon vécu, de mes souvenirs, de tout ce que j'ai vécu depuis ma conception est stocké dans mon cerveau limbique. Les mémoires positives et les mémoires négatives, et ça forme le référentiel de mon expérience de vie, le référentiel expérientiel. Si la mémoire qui est réveillée par la situation présente est positive, mes trois cerveaux vont travailler en harmonie, ils vont coopérer. Avec le cerveau limbique, il va dire « j'aime, ça me plaît, c'est des souvenirs positifs » et la situation présente ressemblant à quelque chose de positif, le passé se projette sur le présent et je dis « j'aime ». Le cerveau cognitif, la partie marron, va pouvoir analyser, avec le cerveau droit avoir la vision globale, avec le cerveau gauche avoir la vision de détail, et je vais pouvoir prendre la décision juste. Avec mon cerveau limbique qui dit j'aime, je vais être motivé et je vais pouvoir passer à l'action. Et mon cerveau est calme, détendu, il va fonctionner avec des ondes alpha. Nous verrons un petit peu plus loin les ondes. Je vais ainsi être un créateur de valeur. Si la situation présente porte une information qui va connecter une mémoire négative, eh bien, cette situation présente, passée, va se projeter sur la situation présente. Et ce passé va venir me bousculer, me heurter. Et je vais dire, ah mais ça, je n'aime pas. Je n'aime pas, ce n'est pas possible. Et on va projeter la peur de l'enfant dans la situation du passé sur la situation présente. C'est ce qu'on appelle le phénomène des projections. Ça va générer une situation de stress dès l'instant où ça dit « je n'aime pas ». Si ça dit « je n'aime pas », mon corps va se mettre à fonctionner en réflexe. Et c'est mon cerveau reptilien qui va prendre le pouvoir. Mes trois cerveaux vont entrer en compétition, mais c'est le reptilien, le réflexe qui prend le pouvoir en situation de stress quand ça dit « je n'aime pas ». Parce que les circuits sont plus courts et parce que ça va très vite, ça ne monte que jusque dans la moelle épinière et le bulbe rachidien. Résultat, si c'est mon cerveau reptilien qui prend les commandes, je vais me comporter comme un crocodile. Et tous mes comportements dans la situation présente, générés par le stress, lui-même généré parce que le passé négatif se projette sur le présent, mes comportements vont être ceux du crocodile. Et il y a trois types de comportements. Je vais lutter, et donc être dans la réaction, je vais hausser le ton, je vais me défendre, je risque de péter les plombs, je risque d'entrer dans un rapport de pouvoir, vouloir avoir raison, vouloir avoir le dernier mot. Je peux même aller jusqu'à de la violence, ça arrive. Je suis en réaction. Le deuxième type de comportement reptilien, c'est la fuite. Je vais tout faire pour fuir cette situation qui me stresse, qui pose problème. Et donc, je peux fuir physiquement, mais je peux aussi faire un acte manqué qui fera que je vais me tordre la cheville ou avoir une bonne gastro-entérite le jour de la réunion dans le bureau de mon chef, qui me permettra d'être absent et de ne pas assister à la réunion parce qu'elle me stresse. Et la troisième réaction reptilienne, c'est le repli. Je me replie, je rentre dans ma coquille, je ne parle peu, je dis peu de choses, je fais la moule, je fais l'huître, je boude, je rumine dans ma tête, je peux être jusqu'à être sidérée, complètement bloquée, complètement coincée, ça peut aller très très loin, ces réactions de repli. Et dans les cas les plus graves, et dans des situations où le chef n'est pas très clean, je peux me faire mettre sous emprise et être victime de harcèlement du fait de ce repli. Voilà ces trois réactions reptiliennes, lutte, fuite, repli, générées par les mémoires de mon passé, par mon enfant intérieur qui était blessé et
qui se projette sur la situation présente. Lorsque je suis stressée, lorsque mon comportement est reptilien, lorsque c'est mon cerveau reptilien qui prend les commandes, mon je suis, mon âme est en prison. Je ne suis plus en situation de calme, de sérénité, de paix. Je suis en situation de stress et ce n'est plus je suis qui s'exprime, c'est mon ego négatif. Et donc, pour pouvoir sortir des comportements reptiliens, il va falloir sortir de ces mémoires, les nettoyer, aller voir ce qui se passe dans ces mémoires et les réparer. Comment est-ce que je vais faire pour faire face à ça et pouvoir sortir de ces réactions négatives? Eh bien, la première chose, je vais faire face à mon histoire. Et on va voir ensemble les étapes du nettoyage. On va revenir à la vidéo. Voilà, les étapes du nettoyage pour faire face à cette histoire. Pour nettoyer, ce à quoi je fais face, s'efface. Ce à quoi je résiste, persiste. Si je fais face à mon histoire, tout doucement, je l'accepte et elle va se réparer et se nettoyer. Je fais face à mon enfant intérieur blessé. Je fais face à tout ce que j'ai vécu, à toutes ces mémoires, toutes ces blessures de l'âme. Lise Bourbeau les décrit très bien, les blessures d'abandon, les blessures de rejet, d'injustice, d'humiliation, les blessures de trahison, les blessures liées au comportement de mes parents et qu'on appelle dans notre langage de thérapeute les toxicités parentales et les pouvoirs de domination. En tant que parent, on fait du mieux qu'on peut, on fait tout du mieux qu'on peut pour donner le meilleur à nos enfants, mais quoi qu'on fasse, on ne sera jamais des parents parfaits. Nos parents n'ont pas été parfaits et nous ne serons pas des parents parfaits. Et voyez, avec 40 ans de développement personnel, mon petit dernier, qui a maintenant 30 ans, dit toujours que ma mère est tout juste acceptable. Et pourtant, lui, il est né dans les conditions où il y avait de l'amour, de la reconnaissance, de la valorisation. Eh bien, il dit que sa maman est tout juste acceptable. On fait du mieux qu'on peut. Et ces pouvoirs de domination parentaux sont très variés. Il y a les parents intimidateurs, ceux qui sont très exigeants, très autoritaires, voire autoritaristes, voire tyrans. Les parents qui jugent, qui condamnent, qui comparent, qui critiquent, qui humilient. Les parents qui sont en colère, qui pètent les plombs, qui sont soupolés. Les parents qui jouent des jeux de manipulation, des jeux pervers. Les parents qui sont déficients, on a des parents qui peuvent être avec des problèmes d'alcool, de drogue, des parents immatures, des parents enfants. On peut avoir des parents qui sont, qu'on appelle dans ce contexte les parents indifférents, c'est-à-dire, c'est pas qu'il est indifférent, c'est que c'est un parent qui est absent et qui peut-être du fait d'un divorce, du fait d'un décès, le parent n'est pas là. Donc on appellera ça un pouvoir de domination indifférent. Il y a plein de pouvoirs de domination différents. Et puis il y a les pouvoirs de domination pervers avec la perversion manipulatrice et puis la perversion sexuelle, le non-respect du corps de l'enfant. Tout ça, ce sont des toxicités parentales, sont des choses qu'on peut détailler sur d'autres conférences. Là, je n'ai pas le temps parce que je voudrais vous parler des états d'expansion de conscience. Donc, tous ces jeux toxiques auxquels on va jouer entre frères et sœurs, avec nos parents, avec nos amis, avec nos éducateurs, dès l'instant où on est plus centré, où on est dans l'ego, où on est dans le rapport de force, eh bien, c'est important d'essayer de retrouver ce qui nous a le plus blessé, ce qui a touché cet enfant d'autrefois et qui fait qu'au fond de nous, on a un enfant intérieur blessé. La deuxième chose à laquelle il va falloir faire face, c'est au déni. Moi, dans ma vie, tout au début de mon travail en développement personnel, je disais que tout était parfait dans mon histoire. Mes parents étaient parfaits, ma famille était parfaite, mes frères et sœurs étaient parfaits. Et puis, un jour, j'ai accepté de quitter le déni. C'était une stratégie inconsciente que j'avais mise en place
pour pouvoir m'adapter à ce que j'avais à vivre avec la famille dans laquelle je m'étais incarnée. Eh bien, le déni, il faut sortir du déni pour faire face à son histoire. Le fait de faire face déjà est un premier temps extrêmement important. Une fois que je fais face et que j'accepte, ou lorsque j'ai vécu une blessure ou quelque chose de douloureux, de difficile, ça peut être une agression, un attentat, un deuil, eh bien, il va y avoir plusieurs étapes pour aller vers la réparation. Et donc, elles ont été bien décrites et je ne vais pas les détailler ici parce que ce n'est pas ça l'important du sujet de ce soir. On appellera ça la résilience. Tout doucement, je vais m'habituer, je vais accepter, tout doucement, je vais digérer, puis tout doucement, je vais refouler cette histoire, ces blessures, dans les profondeurs de mon inconscient. Et donc, je vais aller vous chercher la petite image suivante. Voilà. Voilà la résilience. Et puis, c'est pas le bon bouton. Non, ça c'est pour après. Donc, on va passer sur la résilience. Et donc, on va refouler ensuite, on va repartir ensuite dans les profondeurs. Ces mémoires vont partir ensuite dans les profondeurs de l'inconscient. Alors, ensuite, la deuxième technique de réparation, c'est mettre des mots sur les souffrances, sur les douleurs, mettre des mots sur les mots MAUX, les mots MAUX et des mots MOTS. Le fait de mettre des mots va aider à faire face et va aider à réparer, à accepter, à entrer en résilience. La psychothérapie, la psychanalyse, tous ces outils vont vous permettre de faire ce travail. Et puis la dernière technique qui pour moi est la plus importante et celle que j'ai découverte dans les années 80, c'est la technique avec les états d'expansion de conscience. Par exemple, les états d'expansion de conscience sont des techniques que vous connaissez sûrement. Par exemple, l'hypnose est une technique d'état d'expansion de conscience. La sophrologie peut vous emmener dans des états d'expansion de conscience. Je vais vous détailler cette partie qui est vraiment passionnante et qui est un outil extraordinaire pour reconnecter son je suis et le manifester et pour s'épanouir pleinement. Pour comprendre les états d'expansion de conscience, on va les définir de deux manières. Donc, on peut les définir de façon scientifique et ces états ont été étudiés dans des laboratoires de neurophysiologie extrêmement connus et très importants, et notamment le laboratoire du professeur Monroe aux États-Unis, le laboratoire de l'Institut des sciences noétiques, Institute of Noetic Science aux États-Unis, qui a été fondé par l'astronaute Mitchell parce qu'il avait vécu un état d'expansion de conscience, un état de samadhi en revenant de l'espace. Et à la suite de cet état, il a dit « je veux comprendre, je veux étudier », donc il a créé ce laboratoire. Et puis, c'est là où le Dalai Lama est allé enregistrer son cerveau avec les ondes cérébrales pendant qu'il méditait. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'en méditation très, très poussée, on entrait en ondes gamma. Donc, les ondes cérébrales vont permettre d'étudier ces états et de les quantifier. On a différentes ondes cérébrales que vous avez là sur le schéma, les ondes bêta, alpha, theta, delta et gamma. Les ondes bêta fonctionnent à 13 par seconde, comme on appelle ça, 13 ondulations par seconde. Les ondes alpha sont des vibrations de 8 à 12 Hertz, les ondes θ de 5 à 7, 5 à 8, les ondes delta de 0,5 à 4 ou 5, et les ondes gamma sont des ondes beaucoup plus rapides qui fonctionnent à 30 à 35 cycles par seconde. Ça, c'est la première approche pour qualifier les états d'expansion de conscience. En temps normal, chaque jour ou chaque soir, lorsque vous vous couchez, vous allez passer des ondes bêta en alpha, et là, en alpha, vous allez vous relaxer, vous détendre. En θ, vous allez commencer à sommeiller. En delta, vous allez être en état de sommeil profond et en gamma, vous allez être en état de sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil des rêves. Vous avez ici la représentation des ondes. Donc,
Les ondes bêta sont les ondes dans lesquelles nous sommes habituellement lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes en activité. On appelle ça les ondes de veille active. En alpha, c'est lorsque je commence à me détendre, lorsque je suis centrée, lorsque je suis en paix, je suis serein. Eh bien, ce sont des ondes plus lentes, voilà les ondes alpha, beaucoup plus régulières. En θ, ce sont des ondes beaucoup plus profondes, ce sont les ondes du sommeil, elles sont plus larges et plus hautes. Et puis en delta, elles sont très larges, un peu plus hautes également, ce sont les ondes du sommeil profond. Et lorsque je rêve, je passe en gamma, ce sont les ondes du sommeil paradoxal, des ondes très très rapides. Eh bien, les états d'expansion de conscience sont des états dans lesquels on va sans dormir. Le cerveau passe des ondes bêta en alpha, en θ, en delta, puis en gamma sans dormir. C'est extrêmement intéressant. Je vais revenir tout à l'heure sur ce schéma. Ces états, comment est-ce qu'on peut y aller? Comment est-ce qu'on peut partir en état d'expansion de conscience? Il y a plein de techniques. Et j'anime un séminaire de 2 jours pour vous initier à ces techniques. Les premières techniques sont les techniques corporelles. Les techniques corporelles, par exemple, le yoga, le qigong, le tai chi, tous ces arts martiaux amènent dans des états d'expansion de conscience. Par exemple, à la fin d'une séance de yoga, et je suis sûre que parmi vous, il y en a beaucoup qui font du yoga, à la fin de la séance, vous avez une belle relaxation. Eh bien, à la fin d'une séance de yoga, si vous faites une relaxation, vous allez partir en expansion de conscience. Il est possible en séance de yoga de faire remonter des émotions, des peurs, des choses du passé, parce que l'expansion de conscience vient connecter une mémoire et je vais vous expliquer. Ça peut faire monter des larmes. Donc, les techniques corporelles sont des très bonnes techniques pour aller en expansion. Les sons, la musique par exemple, la musique de relaxation, la musique sacrée, Bach, Handel, Vivaldi, Haydn, Mozart sont des autoroutes pour aller en expansion de conscience. Tout ce qui accompagne la relaxation, la méditation, vous emmène en expansion. Les techniques de visualisation, et sur les séminaires, on fait des techniques de visualisation énergétique qui sont extrêmement puissantes et qui permettent vraiment d'aller profondément chercher les mémoires. Les techniques d'hypnose, les techniques de transe, les outils Monroe, le laboratoire Monroe a mis au point des techniques sonores qu'on écoute avec un casque, avec un protocole extrêmement sérieux pour pouvoir partir dans ces états. Et puis les dernières techniques, les plantes sacrées, moi, que j'ai déjà pas mal utilisées à l'époque où j'ai été formée par un chaman péruvien dans la forêt amazonienne et dans tous les lieux sacrés du Pérou. J'ai expérimenté les plantes sacrées comme l'ayahuasca, le cactus San Pedro, les peyotes, les champignons, etc. Donc, ce sont des outils pour aller en expansion. Je vous dis attention aux plantes sacrées, c'est la grande mode, tout le monde part au Pérou, tout le monde a un chaman aujourd'hui. Soyez prudents, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Et j'ai reçu beaucoup de personnes dans mon cabinet qui étaient revenues de ces voyages complètement dissociées et qui ont terminé à l'hôpital psychiatrique, sauf celles que j'ai pu récupérer et ramener. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec les états d'expansion de conscience et surtout avec les plantes. Les outils Monroe sont des outils extrêmement sérieux et très sécures. Vous pouvez les utiliser en totale sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces états d'expansion de conscience? Lorsque je pars en état d'expansion de conscience, ma conscience s'expanse dans mon corps énergétique. Et donc, voilà, ma conscience s'expanse. Monroe a codifié ces états avec des focus. Vous les voyez sur ce tableau. Le focus C1, il n'est pas représenté là, c'est l'état de conscience ordinaire.
Lorsque je commence à partir en expansion de conscience, en focus C1, mon cerveau fonctionne en onde bêta. Lorsque je me relaxe, je me détends, que la sérénité et la paix viennent dans mon âme, je connecte mon âme, je reconnecte mon je suis, je passe en onde alpha. Ensuite, on va passer, c'est ce que Monroe va appeler le focus 10. Puis, je vais passer toujours en alpha et m'approcher des θ en focus 12. Et en focus 12, je sens ma conscience qui s'expanse à l'extérieur de mon corps physique. Je fais l'expérience de cette expansion. Et je le sens vraiment, ça s'expanse. J'ai un corps beaucoup plus large, beaucoup plus grand que ce que je pensais au départ. Et donc, on peut le sentir sur le séminaire initiation, je vous le fais vraiment sentir avec l'outil Monroe. On passe de 10 en 12, du focus 10 en focus 12, et vous sentez vraiment au niveau de vos mains votre conscience qui s'expanse. Puis ensuite, vous allez vous expanser en focus 15, et là, on passe en dehors de l'espace et du temps. Puis en focus 21, on entre dans le corps mental, puis en focus 25, 26, 23, 25, 26, on est dans le corps mental. Là, j'ai mes diapos qui passent toutes seules, qui remontent trop loin. Voilà, en focus 25, 26, je vais vous expliquer un peu plus loin, on est toujours dans le corps mental. Puis ensuite, en focus 27, on est dans les corps subtils. Donc, je vais remonter vers le corps énergétique pour vous expliquer ce qui se passe. Lorsque je pars en expansion de conscience, ma conscience s'expanse dans mes différents corps énergétiques. Je ressens cet élargissement de conscience et si je traverse ce corps éthérique et ce corps émotionnel, ce corps astral, je vais connecter les mémoires de mon histoire qui sont représentées avec les petits points rouges pour l'histoire personnelle. Et donc, si j'expanse ma conscience, et pour ce faire, on va monter en focus 17 pour le faire, si j'expanse ma conscience dans le corps astral, eh bien, tout de suite, cette mémoire peut se connecter. Si la mémoire est connectée, elle s'ouvre. Et si elle s'ouvre, je retrouve les images, je retrouve les sensations, je retrouve les perceptions, je retrouve tout ce qui s'est passé avec les peurs, avec les douleurs, avec la souffrance, avec les émotions. La mémoire s'ouvre et toutes les émotions se libèrent. C'est comme une explosion. Ça peut amener des larmes, ça peut amener un sentiment de malaise, de peur, mais on le traverse, il n'y a pas de danger, ça se fait avec facilité. Et chaque fois que vous connectez une mémoire, réjouissez-vous, elle se nettoie, elle se répare et elle ne sera plus active dans votre vie. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on part en expansion, on monte en focus 17, on va aller à la rencontre de notre histoire et on va l'aider, on va aller chercher âge par âge les mémoires, tranche de vie par tranche de vie. On fait une visualisation guidée, je vous accompagne et je vous fais remonter votre histoire en expansion. Alors, les mémoires s'ouvrent et je peux retrouver la jeune femme, le jeune homme, je peux retrouver l'adolescent, je peux retrouver l'enfant, je peux retrouver le petit bébé. On peut même remonter jusqu'aux mémoires du ventre maternel. Ça, on le fait sur le séminaire de 4 jours. On va chercher tout ce qui s'est passé dans le ventre maternel parce que dedans, on va trouver le schéma racine, c'est-à-dire le schéma résultant de l'histoire de la grossesse qui va conditionner toute notre vie. Donc, on va aller chercher cette mémoire, elle s'ouvre, on va laisser sortir les émotions, on va aller à la rencontre de l'enfant qui est blessé à l'intérieur, qui est en souffrance, on va l'accueillir, on va le prendre dans nos bras, on va s'en occuper. Et puis, tout doucement, on va monter beaucoup plus haut, on va s'expanser plus loin pour aller dans les corps de lumière, le corps bouddhique, le corps atmique, et on va imaginer dans ce corps bouddhique ou ce corps atmique
On va imaginer la source d'amour, la source de lumière qui descend depuis le ciel et qui vient sur vous. Et vous allez aller sous la source après avoir ouvert toutes ces mémoires, vous remplir de lumière et d'amour. Et lorsque vous allez être rempli, vous allez aller chercher le petit enfant blessé qui est là. Vous allez aller en prendre soin. Vous allez l'écouter, il va vous raconter son histoire, vous allez l'emmener sous la source, elle va le nettoyer de toutes les souffrances, de toutes les douleurs, de toutes les blessures, elle va le remplir d'amour, elle va le remplir de lumière et à ce moment-là, vous allez ramener ce petit enfant dans votre cœur, vous allez le lever au fond de votre cœur. Ainsi, l'enfant réparé, l'enfant dans le fond de votre cœur se répare. Il est réparé par la lumière, il est réparé par l'amour et la mémoire ne sera plus active. Dès l'instant où l'enfant est allé sous la source, où vous avez ouvert la mémoire, où vous avez vidé les émotions, la mémoire n'est plus active. Et donc, elle ne se projette plus sur le présent. Pour terminer le travail, on va aller chercher les protagonistes de l'histoire. On va aller chercher dans la mémoire, dans les petites mémoires rouges qui sont là. Souvent, c'est le papa, la maman, mais ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un grand-père, un instituteur, une institutrice, un ami. On va aller chercher la personne qui a fait souffrir l'enfant. Et donc, on va commencer par le père et la mère et on va les emmener eux aussi en montant en expansion de conscience sous la source, on va les emmener dans la lumière. On va leur dire tout ce qui s'est passé, tout ce qui n'était pas juste. On va leur expliquer. Et lorsqu'on leur aura dit tout ce qui n'était pas juste, on va aller chercher au plus profond de nous notre colère, notre ressentiment, notre douleur, notre haine parfois. Et on va leur dire toute cette colère, toute cette haine. On va leur dire que ce n'était pas juste. On va leur dire que ce n'était pas acceptable. On va leur dire que ce qu'ils ont fait n'était pas normal. Et donc, on va sortir cette colère et on va la projeter sur nos parents de façon symbolique, sur leur couche d'ombre, sur leur couche de personnalité, mais pas sur leur être. Je vais retourner chercher le petit schéma pour que vous puissiez le comprendre. Si j'y arrive, non, j'y arrive pas. Non, je ne vais pas pouvoir. Non, donc je vais retourner. Si, c'est bon. Voilà, je vais reprendre ce petit schéma-là. Sur cette couche rouge-là, on va projeter toute notre colère, toute notre souffrance sur la couche d'ombre de nos parents, la couche de personnalité extérieure, mais on ne touche pas au « je suis », à la partie du cercle bleu, on n'y touche pas. Et on va détruire avec notre colère, avec notre ressentiment, cette couche d'ombre sans toucher à la lumière du parent, du père, de la mère ou de la personne qui nous a fait souffrir. Et lorsqu'on aura fait ça, il arrive un moment où la lumière va faire briller, va transformer le père ou la mère. Et c'est le père de lumière et la mère de lumière, parent parfait que vous n'avez pas eu, mais qu'il aurait pu être si lui-même avait eu des parents parfaits. Eh bien, vous allez voir apparaître dans votre vision ce père de lumière, cette mère de lumière, et vous allez sentir comme un rayon d'amour qui part de votre cœur de lumière pour aller vers leur cœur. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un petit pas sur le chemin du pardon. Et c'est le pardon, pas dans le sens des égrégores religieux, c'est le pardon qui veut dire par le don de l'amour. Par le don de l'amour, je répare mon enfant intérieur. Par le don de l'amour, je rétablis le lien avec le parent, le lien d'amour. Je te fais le don de l'amour. Je te pardonne. Dès l'instant où le parent est pardonné, toute la mémoire est nettoyée. Elle n'est plus active du tout dans le présent comme elle l'était tout à l'heure.
elle ne se projette plus sur la situation présente. Et donc, cette mémoire qui était négative est remplacée par une mémoire d'amour, une mémoire de paix avec le parent. Elle devient positive et elle n'est plus active. Ainsi, avec cette technique des états d'expansion de conscience, on va pouvoir réparer les mémoires de notre histoire. On va pouvoir les réparer les unes après les autres, les mémoires de l'enfant, les mémoires de l'adolescent, les mémoires de l'adulte. Cet outil est absolument extraordinaire. Il demande juste d'apprendre à l'utiliser. Ce n'est pas difficile et je vous l'enseigne sur le séminaire initiation qui dure 2 jours, un samedi et un dimanche. Et on va utiliser plein de techniques d'expansion de conscience et je vais vous donner les protocoles pour pouvoir le faire en totale sécurité. Et vous pourrez le reproduire chez vous. Et donc, vous allez pouvoir, seul, chez vous, nettoyer le maximum de mémoire. Les mémoires viennent toutes seules à vous. Lorsque vous êtes prêt, la mémoire s'ouvre. Lorsqu'on part en expansion de conscience, on va reprendre le petit schéma. Lorsqu'on part en expansion de conscience dans les différents corps, eh bien, lorsque la mémoire est prête à être ouverte, elle se manifeste. Si c'est une mémoire extrêmement douloureuse et que je n'ai pas le niveau d'énergie suffisant pour l'accueillir, elle ne se manifestera pas. Ne viennent à moi que les mémoires que je suis prêt à recevoir et à accueillir. Donc ce travail se fait vraiment en totale sécurité. Je vais pouvoir ainsi travailler sur toutes les mémoires de mon histoire personnelle qui sont ici en rouge. Pardon. Si je vais plus loin en expansion de conscience, je vais pouvoir travailler sur d'autres mémoires qui vont me libérer encore plus pour mon je suis, libérer encore plus ma vraie nature, la faire renaître encore plus. Ce sont les mémoires familiales. Je suis en lien avec mes ancêtres, j'ai des liens de fidélité et je reproduis leur histoire. Et donc, j'ai représenté là en vert les petites mémoires familiales, les liens de fidélité avec mes ancêtres. Eh bien, on peut aller chercher ces mémoires et ces liens de fidélité. C'est un petit peu plus loin en expansion de conscience, c'est à la lisière entre le corps astral et le corps mental. On va les trouver en focus 21. Et donc, je vais réparer, je vais leur demander de me libérer des liens de fidélité et je vais me libérer de plus en plus et renaître de plus en plus à mon je suis. Et si je pars encore un peu plus loin en expansion de conscience, dans le corps mental, je vais toucher ce qu'on appelle les mémoires collectives, les égrégores et les archétypes. Qu'est-ce que les égrégores? Ce sont toutes les formes pensées de l'humanité que tous les groupes sociaux ont créées. Les religions, par exemple, sont des égrégores très puissants. Les écoles de pensée sont des égrégores puissants. Les entreprises ont des égrégores. Les écoles, des études, par exemple, les grandes écoles ont des égrégores. Dès l'instant où un groupe social se réunit dans un but ou pour un projet, il crée un égrégore. Eh bien, nous sommes soumis, nous appartenons aux égrégores. Et dans les égrégores, il y a un pôle positif et il y a un pôle négatif. Si on prend un égrégore religieux, par exemple, je vais vous parler de celui dans lequel j'ai été éduquée. J'ai été éduquée dans l'égrégore bourgeois catholique. Eh bien, dans l'égrégore catholique, pardon, on est coupable, on porte une forte culpabilité. Ça, c'est l'aspect sombre de l'égrégore. L'aspect positif de l'égrégore, c'est le message de l'amour. Ce message de l'amour qui a été donné par le Christ, c'est un message extrêmement puissant. Dans l'égrégore juif, le message important, c'est la loi. Eh bien, on est soumis, en étant dans un égrégore, en naissant et de par sa famille, on appartient à l'égrégore, on n'y va pas naturellement, sauf si par exemple on choisit sa religion, ou on choisit son école, ou on choisit son groupe de pensée, ou on choisit son école de thérapie. Par exemple, les écoles jungiennes, freudiennes ont des égrégores.
mais c'est moins puissant que les égrégores religieux. Les égrégores également sont puissants dans les milieux sociaux. On appartient à un milieu social avec des codes, avec des us, des coutumes. Eh bien, dans les égrégores, ces aspects positifs et négatifs nous impactent. Et il est important de faire la paix avec ces égrégores pour pouvoir être libre. Eh bien, cette paix, on peut la faire en allant en expansion de conscience. On ne commence pas le travail par les égrégores, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement haut, et puis c'est pas simple, et on ne fait pas n'importe quoi avec les égrégores parce que c'est très puissant. Un égrégore est capable de déclencher une guerre, de réveiller une banlieue, il est capable de faire plein de choses, et on n'y touche pas n'importe comment. Ça se fait dans des circonstances très particulières, et avec un protocole très particulier qu'on apprend sur le parcours en 3 ans dans le cadre des formations que je donne. Je ne vous conseille pas d'aller vous amuser avec les égrégores maintenant. On a assez à faire avec les mémoires personnelles et les mémoires familiales. Touchez aux égrégores que beaucoup plus tard, quand vous aurez bien stabilisé. Donc, vous voyez, en expansion de conscience, on peut aller chercher les mémoires de l'histoire personnelle, les mémoires de l'histoire familiale, les mémoires collectives, les égrégores, et puis les archétypes. J'ai oublié de vous dire qui sont les archétypes. Les archétypes appartiennent au collectif, ils viennent des mythes et des symboles, des mythologies, des histoires que l'humanité se raconte depuis des siècles, depuis des millénaires. Et ces archétypes sont des formes énergétiques vides qui viennent habiller notre ego, soit l'ego positif, soit l'ego négatif. Il y a 8 familles d'archétypes, et ces familles d'archétypes se divisent comme suit: les archétypes parents, l'archétype mère, l'archétype père, l'archétype guerrier, guerrière, l'archétype impérator ou impératrice, la famille prêtresse ou grand prêtre ou grande prêtresse, la famille moine ou la famille vierge, la famille créateur ou créatrice, et la famille magicien qui donne l'égrégore des guérisseurs, des guérisseuses, des chamans, etc. Les archétypes, s'ils habillent l'ego négatif, vont renforcer le pouvoir négatif de l'ego. Donc, si j'ai tendance à être un crocodile qui est dans la lutte, dans le rapport de force, ben là, je vais devenir un dragon qui crache du feu avec l'archétype guerrier qui viendra m'habiller, par exemple. Les archétypes, quand ils nous habillent, quand ils viennent sur l'ego positif ou l'ego négatif, ils développent notre pouvoir, ils développent notre puissance. Donc, autant travailler de telle manière à ce que les archétypes viennent habiller notre ego positif et fassent de nous des créateurs de valeur pour le monde et pour l'humanité. Donc ça, ce travail sur les archétypes, c'est un travail très passionnant. On peut aller les voir en expansion de conscience, à quoi ils ressemblent, s'ils sont visibles, s'ils ne sont pas visibles. C'est de l'information, ils peuvent nous donner des messages et on peut comprendre comment on fonctionne en allant voir ces archétypes. Donc vous voyez, avec les états d'expansion de conscience, tout ce qu'on peut travailler, harmoniser, faire la paix, pour permettre à notre je suis, à notre être, de renaître et de se manifester. Alors, plus je développe cette conscience, plus je travaille avec ces états, eh bien, plus je poursuis mon chemin, plus je me développe. L'étape suivante sera un travail sur le masculin et le féminin pour intégrer le masculin chez les femmes, le féminin chez les hommes et réaliser ce qu'on appelle le mariage intérieur pour être dans la plénitude de l'être et ne plus vivre des relations amoureuses dans la dépendance où nous ne sommes pas autonomes, alors que lorsqu'on fait ce travail, on le devient. On va faire la paix avec les égrégores, la paix avec la famille, la paix avec les archétypes et les utiliser comme puissance de manifestation. Eh bien, qu'est-ce que tout ceci va générer dans notre vie? On dénoue les nœuds énergétiques des mémoires. Je vais retrouver, chaque fois que je dénoue un nœud de mémoire, toute l'énergie qui était bloquée derrière se libère. Elle devient de l'énergie disponible à la vie. Donc, je vais avoir de plus en plus d'énergie, de plus en plus la pêche. Je vais être de plus en plus joyeux, de plus en plus en forme, de plus en plus enthousiaste. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce sont les talents. Plus je répare mes mémoires, plus j'ai de talents, plus je retrouve mes talents oubliés, plus je peux les manifester, plus je vais retrouver mes ressources en profondeur.
Plus je travaille en expansion de conscience, plus je vais développer mes perceptions. En Inde, on parle de 21 sens subtils. On va développer son ressenti. Le ressenti, c'est l'union du corps, du cœur et de l'intuition. Lorsque je reconnecte mon âme, mon je suis, mon intuition fonctionne à plein régime. Et mon ressenti devient l'instance de décision la plus puissante qui soit parce qu'elle ne ment jamais, elle ne trompe jamais. Mon mental peut me dire fais ci, fais ça, tu as plus de ce côté-là, tu as des moins, il n'y en a pas beaucoup de ce côté-là. Le mental peut vous mentir, le ressenti ne ment jamais. Vous développez donc votre intuition, tous vos sens et votre créativité, votre capacité d'innovation. Vous allez ressentir votre vitalité, votre énergie, vous allez avoir envie de vivre, de donner, de recevoir, d'aimer, d'être aimé, de cette énergie qui donne du sens, qui donne de la joie, qui donne envie de danser, qui remplit et qui rend enthousiaste. Cette énergie qui rend enthousiaste, c'est in theos, ça veut dire en Dieu, c'est un joli mot. Et plus vous allez développer et travailler ces états d'expansion de conscience, plus vous retrouvez vos talents, plus votre mission de vie va se dessiner, plus vous allez être prêt à la concrétiser, plus vous allez réaliser votre projet de vie. Et vous allez apprendre à être de plus en plus dans le lâcher-prise, dans la confiance, faire confiance à la vie. Vous allez être de plus en plus en paix, de plus en plus serein, de plus en plus en harmonie. Et vous allez vous manifester dans la légèreté, dans la facilité. Dès l'instant où on est centré, on est dans la légèreté, la facilité. Vous allez pouvoir exprimer la puissance de l'intention et vous allez voir que dès l'instant où vous manifestez une pensée, elle se crée. Vous allez voir que dès l'instant où vous pensez à quelqu'un, vous recevez un mail ou un coup de téléphone de la personne. Si vous êtes en lien d'amour avec, c'est automatique et c'est magique. Vous allez sentir et expérimenter votre pouvoir de création. Plus vous êtes centré, plus vous êtes connecté à votre âme et à votre je suis, et plus vous avez réveillé vos talents, plus vous devenez créateur. Vous allez changer votre regard, vous allez avoir une vision sur le monde beaucoup plus globale, prendre plus en compte de façon simultanée les aspects économiques, les aspects humains. On va parler de créateur de valeur, de la valeur économique, humaine, environnementale, sociale, sociétale, et vous allez vous investir de plus en plus, et vous allez avoir de plus en plus envie de respecter la planète, l'environnement, et vous allez de plus en plus y contribuer. Et puis, ce que je trouve le plus beau, c'est que vous allez avoir une relation de plus en plus dans l'amour. Vous allez être de plus en plus centré sur le cœur, de plus en plus dans l'amour inconditionnel. Vous allez aimer de façon inconditionnelle, sans juger, voir en chacun sa lumière, son potentiel, l'être puissant qu'il est. Vous allez redécouvrir tout ça et cette relation va être tout le temps dans l'empathie. Et puis, vous allez voir que vous allez créer d'autres modes relationnels, des modes un peu télépathiques. Et donc, au total, vous devenez de vrais créateurs de valeur. Et donc, avec tout ce travail, si vous manifestez les 4 tattvas, l'authenticité, l'intégrité, la responsabilité et l'enriching, si vous apprenez à vous centrer chaque jour, et par exemple, comment est-ce qu'on fait pour se centrer? Bien, on plante ses pieds dans la terre, on branche sa tête au ciel, on se centre sur le cœur, on respire lentement et calmement, on pose l'intention « je me centre », en moins d'1 minute, vous êtes centré, vous redevenez centré. Eh bien, plus vous allez être centré, plus vous allez exprimer votre vraie nature, votre je suis, plus vous allez être dans le présent et quand votre attention est totalement et intensément dans le présent. Et vous allez donner du sens à votre vie et vous allez vous épanouir pleinement, être pleinement heureux, pleinement dans la joie. Vous quittez l'illusion d'être dans un monde où tout est séparé et vous allez vivre un grand sentiment d'unité. Voilà ce qui va se passer lorsque vous allez vivre cette situation, lorsque vous allez faire ce travail. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire sur le côté. Je vais essayer de regarder si je peux remettre le micro.
Je vais essayer, je ne sais pas trop comment on fait. Voilà, participants, le son est coupé. Je ne sais pas où c'est, muet tous, voilà, invité. Non, c'est pas là. Voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions, je vais aller tout au bout de tous les messages, voilà, pour essayer de les trouver et j'y répondrai bien volontiers. Sinon, si vous avez envie d'explorer ces états, je vous invite à venir le faire sur le séminaire de 2 jours, Initiation aux états d'expansion de conscience. Actuellement, je travaille sur Paris tous les 2 mois pour ce séminaire et puis sur Aix-en-Provence tous les 2 mois également. Voilà, je crois que vous avez du son là maintenant. Non, il n'y a pas, ça ne marche pas, je ne sais pas. Voilà. Oui, donc je l'ai fait sur Paris. Le prochain, c'est ce week-end. Si jamais il y a des courageux, j'ai eu 2 désistements aujourd'hui, donc je peux accueillir 2 personnes. Il suffit de m'envoyer un mail à mon adresse mail, cat.hp, ou sinon vous tapez mon nom sur Internet et par contact, vous y arrivez direct. Et sinon, il y en a d'autres qui seront prévus le 2 et le 3 avril à Aix-en-Provence, à côté d'Aix, dans le village de Cadenet. Et puis le 14 et 15 mai à Paris, au Forum 104. Le 25 et 26 juin à Aix-en-Provence, Cadenet. Et le 2 et 3 juillet à Paris. Et donc, pendant ce séminaire, vous allez être initiés à ces états magnifiques, ces états d'expansion de conscience. Vous allez utiliser, on va faire un travail sur toutes les mémoires de votre histoire pour réparer le maximum de mémoires dès le premier jour. Et les personnes disent que ça amène de gros changements dans leur vie. Et puis ensuite, vous allez utiliser, je vais vous faire utiliser les mouvements corporels, les techniques respiratoires, les techniques de méditation, les techniques du yoga, tout ça combiné pour pouvoir vous emmener tous dans les corps de lumière. Et les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de NDE ou de Near Death Experience ou de EMI, expérience de mort imminente, eh bien, les personnes qui ont vécu ça disent c'est exactement l'endroit où je suis allée lorsque j'ai fait ma MDE. Nous allons en expansion dans ces corps de lumière, dans ces espaces de lumière et d'amour. Et c'est là où il se passe des choses magnifiques et où on peut vivre des choses magnifiques, où on peut voir les êtres de lumière, les âmes des défunts qui sont en paix, on peut voir des anges, des archanges, on peut voir tout ce qu'il y a de l'autre côté, on peut entrer en lien, on peut recevoir des messages, on peut recevoir des soins, voilà tout ce qui peut se passer. Donc c'est pour le séminaire de 2 jours, si ça vous tente d'essayer de venir vivre ces expériences, je serais ravie de partager ça avec vous et de vous les expliquer, de vous les faire vivre le mieux possible. Voilà, donc je ne vois pas s'il y a des questions sur le côté là, et donc si je ne vois pas de questions, eh bien je vais m'arrêter là. Je vous invite aussi, si vous aimez expérimenter les expansions de conscience, le mercredi soir, c'est gratuit, je fais une méditation, il suffit de se connecter sur mon compte Facebook et puis vous avez un lien qui vous emmène sur Studio YouTube et je fais une méditation guidée en expansion de conscience tous les mercredis soirs, sauf quand je suis à Paris pour l'atelier d'expansion de conscience, parce que tous les mois, on a un atelier d'expansion de conscience pour les personnes qui ont déjà participé au séminaire de 2 jours. Et puis, il y a un autre mercredi, souvent où je ne suis pas là, c'est lorsque j'anime un séminaire de 4 jours qui ont lieu à Aix. Et ces séminaires de 4 jours font suite aux 2 jours. C'est un séminaire extrêmement profond. Vous n'êtes que 5 personnes par séance et on va passer en revue toute votre histoire, le maximum de mémoire et comprendre comment vous avez structuré votre personnalité, réparer le maximum. Mais ça, j'en parle plus au séminaire de 2 jours. Donc, en général, 1 à 2 fois par mois, je vous fais les méditations. Alors, Romain me dit qu'il y a des questions, mais moi, je ne les vois pas. Je ne sais pas où elles sont.
On va regarder pour que je puisse répondre aux questions quand même, ça serait plus cool. Moi, je ne les ai pas sur 99 nouveaux messages plus bas. Là, 99, c'est pas ça. Voilà, on va essayer de résoudre pour que je puisse prendre les questions et y répondre. Ça y est, j'ai remis la caméra, on a trouvé les questions. Est-ce que nous pouvons faire les 2 séminaires, 2 jours et 4 jours dans la même semaine, comme vous offrez en juillet? Le séminaire de juillet, il est déjà complet. Les séminaires de 4 jours sont complets très longtemps à l'avance. Donc, il faut programmer pour les personnes qui sont au Canada. Là, c'est une personne du Canada, il faut programmer votre voyage, mais vous pouvez faire le 2 jours et la semaine suivante, le 4 jours, ça, ce n'est pas un problème. J'ai des personnes de Dubaï, et des personnes d'Amérique latine qui sont venues et qui ont une personne de Tahiti qui est venue la semaine dernière qui a programmé les 2. N'importe qui peut-il atteindre ces états d'expansion de conscience? N'importe qui, tout le monde peut y aller. La seule difficulté, c'est si vous restez coincé dans votre mental et que votre mental vous dit « tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas savoir » et puis tu vas rester en rade, là vous êtes sûr que vous n'y arriverez pas. Mais même si vous ne voyez rien, même s'il ne se passe rien, le travail se fait quand même. J'ai des personnes qui ont travaillé pendant des années avec moi, d'abord en tant qu'élève et ensuite en tant qu'assistant, qui n'ont jamais rien vu durant toutes les années de travail ensemble. Eh bien, ils ont transformé complètement leur vie et ils ont complètement réalisé leur je suis et ils le manifestent de façon magnifique. Je pense à une personne en particulier qui s'appelle Philippe et qui est une très belle personne. Je n'ai pas pu être présente. Est-ce que lorsqu'on a une maladie neurodégénérative comme la sclérose en plaques, pensez-vous que ce travail permette de s'en guérir? Toutes les maladies trouvent leur source dans ce que le mal a dit, ce qu'on a du mal à dire, dans une souffrance. Alors, je ne vais pas jouer les guérisseuses, mais on a des nettes améliorations. On a une élève qui a fait un travail global sur un cancer du sein débutant et qui a totalement guéri de son cancer du sein. Je ne peux pas dire et je ne dirai jamais que c'est moi qui l'ai guéri parce qu'elle a fait un régime alimentaire en plus, elle a fait beaucoup de pratiques en plus. En tout cas, elle a été complètement guérie et la médecine était stupéfaite. Mais on ne dit pas qu'on guérit les maladies, on aide, mais jamais je ne vous dirai je vais vous guérir de votre sclérose en plaques avec les états d'expansion de conscience. En revanche, on peut, avec le travail sur les mémoires familiales, sur votre histoire personnelle, comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Et en réparant l'histoire, on peut vous aider à éventuellement stopper ou permettre une meilleure évolution. Mais je ne suis pas Jésus-Christ, je ne fais pas de miracle et je veux absolument rester les pieds bien sur terre par rapport à tout ça. Y a-t-il une contre-indication pour les états d'expansion de conscience? Oui. Si vous êtes psychotique, je ne vous prends pas en groupe. Je vous emmène en individuel, mais pas en groupe. Parce qu'il faut vraiment veiller à ce que vous soyez bien revenus. Les psychotiques sont déjà dissociés naturellement. L'état d'expansion de conscience n'est pas une dissociation, c'est une expansion. Mais le psychotique aura tendance à dissocier. Est-ce que le séminaire se fait en ligne? Alors, je n'ai jamais fait le séminaire en ligne parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont physiques. Et puis, le fait d'être dans le groupe, il y a une énergie. Le fait d'être dans une salle, il y a une protection, il y a une organisation, il y a un protocole. Mais je fais des expansions de conscience en ligne. Et dans le cadre du travail, par exemple, sur le parcours qui va commencer en septembre prochain, il y aura un parcours en ligne où on en fera. Mais on les fera dans des conditions particulières, avec des petits groupes, avec un protocole, avec des protections, avec des permissions.
c'est pas des choses anodines qu'on fait comme ça, comme faire une conférence en ligne, par exemple. Alors, au séminaire de 2 jours, c'est pas un travail individuel, c'est un travail de groupe pour apprendre des techniques pour aller en expansion de conscience. Il y a des petits partages en petits groupes de 3 et puis des grands partages en grands groupes pour partager sur ce que vous avez vu. Par exemple, le dimanche, quand on monte tous vers la lumière, il y a des partages absolument magnifiques sur les expériences vécues. Ce n'est pas un travail thérapeutique, à part sur le premier jour du séminaire où vous allez nettoyer beaucoup de mémoire de votre histoire. On ne fait pas un partage individuel en grand groupe devant tout le monde, ce n'est pas un travail individuel. Vous faites un petit partage par groupe de 3 et je suis là pour répondre aux questions. Et là, il n'y a aucun danger, aucun risque, tout se fait bien. Sur le séminaire de 4 jours, là, on fait un travail extrêmement profond. Et là, vous n'êtes que 5 par groupe pendant 4 jours pleins et sont des journées de 10 heures. C'est énorme. Est-ce qu'il faut des capacités spécifiques pour accéder aux états d'expansion de conscience? Non, tout le monde peut y aller. C'est à la portée de tout le monde. Faire du yoga, aller en méditation, faire des techniques respiratoires, tout le monde peut le faire. Technique Monroe, c'est Monroe, M-O-N-R-O-E. Robert Monroe, vous trouverez sur Internet sans difficulté. Le séminaire en juillet, voilà. Je n'ai pas pu être présente, je demandais lorsqu'on l'a... Ben ça, je l'ai eu déjà, merci à vous. Quelqu'un de très mental, petit. Bien sûr, tout le monde peut y arriver, simplement, il va falloir apprendre à calmer un peu votre mental. Même si vous n'y arrivez pas, vous allez prendre un bain d'énergie tel, un bain d'amour tel que ça va vous impacter et ça va avoir un effet dans votre vie après. Et puis, même si vous ne voyez pas, le travail de réparation de votre histoire se fait quand même. Même si vous ne voyez rien, même si vous n'entendez rien, même si vous ne ressentez rien, et même quand vous êtes cognitif et que vous ne savez pas, ça se fait quand même. Merci beaucoup, intéressant, aspect scientifique. Comment s'inscrire à Aix? Il suffit de m'envoyer un mail et je vous enverrai les bulletins. Connectez-vous à mon site internet, vous tapez mon nom et vous allez trouver les bulletins. On a un séminaire le 2 et le 3 avril, il ne reste pas beaucoup de place, mais il en reste un petit peu. On peut avoir encore quelques personnes. Aura-t-on accès au replay? Je vais faire l'impossible pour que vous le trouviez soit sur le site internet, soit sur ma page Facebook. Il est enregistré, donc on devrait pouvoir vous donner ça. Ça, j'y veille toujours. En d'autres termes, nous sommes responsables de nos malheurs comme de nos bonheurs. À partir du moment où on prend en conscience que nous sommes responsables, on peut vraiment changer sa vie. Alors après, merci beaucoup. Comment s'inscrire au séminaire? Donc je redis, m'envoyer un message et je vous envoie le bulletin. Doit-on faire le 2 jours avant le 4 jours? Oui, il faut faire le 2 jours. Si vous faites le 4 jours direct, vous allez être malade, vous allez vomir, vous allez avoir la nausée, vous allez avoir des vertiges, vous allez être pas bien du tout, mal à la tête parce que le niveau d'énergie est tel qu'il faut absolument préparer votre corps avec le séminaire de 2 jours. Le séminaire de 2 jours va tracer la route pour aller en expansion de conscience. Et il va vous permettre, une fois cette route tracée, d'élever votre niveau vibratoire pour supporter l'énergie du 4 jours. Est-il possible d'aller au-delà de l'astral? Bien sûr, on va dans le causal, le corps mental, on va dans le bouddhique, dans l'atmique. Il y a 75 corps de lumière au-delà du corps bouddhique et on peut monter jusqu'à 352 niveaux vibratoires. Et ça, on peut l'explorer en expansion de conscience. C'est magique, c'est magnifique. On peut aller très loin, on peut tout visiter, on peut monter très haut. Ce sont vraiment des moments merveilleux. Quelles sont les prochaines disponibilités? Il n'y a pas de 4 jours sur Paris, ils ont lieu ici à Aix parce qu'il faut un environnement cocon, douillet, rempli d'amour dans la nature. Ça se passe dans ma maison à Aix-en-Provence. J'habite en pleine nature, au milieu des vignes, de la forêt, et c'est vraiment le lieu propice pour faire ce séminaire. Alors, quelqu'un qui a vécu un éveil spirituel de façon naturelle, qui a trouvé son processus de montée superbe,
qui monte toute seule. Je m'inquiète vraiment du fait que je risque de perdre cette... Il n'y a pas de danger de perdre. Dès l'instant où la route est tracée pour aller en expansion de conscience, on peut que continuer à s'améliorer. Vous n'allez pas perdre la personne que vous êtes devenue. Si vous restez centré, si vous continuez à évoluer, il n'y a aucun danger. Merci pour vos réponses. Envie de venir au séminaire. Il n'y a pas de question bête. Comment savoir si on a un trauma ou pas? Ah ben ça, c'est une question intéressante. Comment savoir si on a eu un traumatisme ou pas? Dès l'instant où je n'ai pas une belle image de moi, où j'ai des peurs, où je stresse pour un rien, où j'ai des limitations, où j'ai des croyances négatives, où je ne me crois pas capable, pas assez, pas à la hauteur, pas légitime, j'ai dans mon histoire des choses qui ont abîmé l'image que j'ai de moi. Et il n'y a même pas besoin d'aller les chercher en détail. Le fait de repasser sa vie en expansion de conscience, de ramener l'enfant dans la paix, dans la lumière, de le remplir, de le ramener dans le cœur, bien le réparer, le travail se fait tout seul. Est-ce qu'il faut faire dans la foulée les 2 et 4 jours? Non, on peut faire 3 ans après le 4 jours, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il sent. Et les prochains séminaires, ce sera pour la rentrée. Accueillez-vous des personnes en tout début d'Alzheimer? Elles sont déjà expansées, les personnes en Alzheimer, elles ne sont plus là. Elles habitent dans des espaces plus lointains, leur conscience est expansée. Donc, tout dépend le niveau. Si c'est tout début, que la personne est totalement consciente qu'elle a toute sa tête, ça peut amener beaucoup de paix. Mais si la personne a des absences, des troubles de la mémoire, c'est pas recommandé. Dans le séminaire de 2 jours, dans le séminaire de 2 jours, je vais vous expliquer la technique Monroe. On va en faire une expérience et je vous donnerai le protocole pour que vous puissiez le faire chez vous en sécurité si vous voulez prendre les CD sur Internet et je vous donnerai le lien pour les avoir. Pensez-vous qu'une colère instante stockée dans les mémoires de l'être peuvent empêcher une... Non, une colère n'a jamais empêché une expansion de conscience, c'est le moment de la libérer, c'est le moment d'aller la chercher. Ça, c'est cadeau. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que j'ai essayé de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre belle présence, pour votre patience, parce que la technique et moi, c'est vraiment pas terrible. Et puis, j'aurai plaisir à repartager. Suivez les actualités sur ma page Facebook. C'est par là que je communique le plus facilement. Vous allez trouver toutes les informations sur les méditations, sur les conférences, les séminaires. Et puis, les séminaires, vous avez sur le site le calendrier qui est bien affiché avec les dates d'Aix et les dates de Paris. Et puis là, bientôt, on va afficher les dates pour l'année prochaine, les dates pour Paris et les dates pour Aix. D'ici avril-mai, je vais mettre les dates pour l'année prochaine. Voilà, c'était une grande joie de vous accueillir et de vous suivre. Et merci pour votre indulgence. Je ferai mieux la prochaine fois. C'est la première fois que j'utilise Zoom, je ne l'utilisais pas avant. Et donc, je vais essayer de m'améliorer. Voilà. Eh bien, belle soirée à tous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Passez une douce nuit et puis à très bientôt peut-être. Je vous embrasse. Au revoir et à bientôt.